Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo de théorie des ensembles qui va s'insérer dans la suite logique de la précédente, car on va faire des exercices qui permettront d'appliquer ce qu'on a vu sur les ensembles dans la vidéo précédente. Donc voilà, j'ai préparé 5 exercices et on va les faire les uns à la suite des autres. Donc dans le premier exercice, il va s'agir de montrer l'unicité d'un sous-ensemble vérifiant une certaine propriété. C'est lié à le schéma d'axiome de compréhension. Dans le deuxième exercice, on va jouer un peu avec l'axiome de la paire. Dans le troisième exercice, on va jouer juste un petit jeu de reformulation pour réécrire l'axiome des parties en utilisant juste des symboles élémentaires et pas le symbole d'inclusion. Dans l'exercice suivant, on va parler de la notion de produit cartésien. Et dans le dernier exercice, on va montrer que l'axiome de la paire peut être déduit des autres axiomes. Donc, on est parti. Donc le premier exercice, on nous demande de montrer que pour une propriété P donnée, et un ensemble E, il existe un unique ensemble dont les éléments sont ceux de E, donc du coup on s'intéresse à un sous-ensemble de E, et qui vérifie la propriété P. Et grâce à ça, on va déduire qu'il existe un unique ensemble vide, c'est-à-dire un seul ensemble qui ne contient aucun élément. Donc, ce que nous dit le schéma d'axiome de compréhension, c'est que pour toute propriété, et pour tout ensemble E, donc en particulier pour celui de l'exercice, il existe un ensemble A, tel que, si on a un élément X, avoir X qui appartient à A, c'est la même chose qu'avoir X qui appartient à E, et que X vérifie la propriété P. Ça, c'est exactement ce que nous dit le schéma d'axiome de compréhension. Et donc là, si on se place dans notre cas de propriété P et dans notre cas d'ensemble E, on peut prendre le sous-ensemble de E, qui est A, qui vérifie exactement le fait de contenir les éléments de E qui vérifient Px. Donc l'existence, on l'avait déjà, c'est exactement ce que nous dit l'axiome. En fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de montrer l'unicité. Et en fait, si on va prendre A et B, deux ensembles qui sont comme ça, du coup, on sait que si on prend un ensemble donné, mais qui ici a un statut d'élément, s'il appartient à A, c'est la même chose que s'il appartient à E et qu'il vérifie P. Donc ça, c'est la conjonction, c'est le et, bien sûr. Et on sait également que si X appartient à B, c'est la même chose que si X appartient à E et qu'il vérifie P. Donc on a du coup, par transitivité de l'équivalence, vu qu'ils sont tous les X appartient à A et X appartient à B sont équivalents à la même chose, que X appartient à A, c'est logiquement équivalent à X appartient à B. Et du coup, par l'axiome d'extensionnalité, qui nous dit que deux ensembles sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes éléments, on peut en déduire que A égale B. Donc jusque là, rien de nouveau sous le soleil. On a dit qu'on voulait le sous-ensemble de E qui vérifie une propriété donnée, et on dit qu'il n'y en a qu'un sous-ensemble de E qui sont les éléments qui vérifient cette propriété. Et c'est assez logique, c'est super intuitif. En fait, on a juste récupéré les éléments qui nous vont. Voilà, c'est juste pour insister encore une fois que sans l'axiome d'extensionnalité, ça serait pas du tout trivial. En fait, ça serait pas forcément vrai. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cet axiome d'extensionnalité qui nous dit que si deux ensembles ont les mêmes éléments, alors ce sont les mêmes. Donc maintenant on nous demandait de montrer qu'il y avait qu'un seul ensemble vide. Alors l'ensemble vide, on l'avait défini comme si on prenait l'ensemble E dont l'axiome d'existence nous disait qu'il existait au moins un ensemble, on appelle E cet ensemble. Et l'ensemble vide, c'était le sous-ensemble de E dont les éléments vérifient X différents de X. Oui, on a vérifié que aucun élément n'appartenait donc à cet ensemble, bien sûr. Et du coup, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on prend le sous-ensemble de E qui vérifie cette propriété, et parce qu'on vient de dire précédemment, il n'y a qu'un unique ensemble qui vérifie ça. Autrement dit, il n'y a qu'un unique ensemble qui n'en contient aucun autre. On aurait pu aussi l'expliquer directement par l'axiome, là c'est une façon de le faire, mais on aurait pu directement juste utiliser l'axiome d'extensionnalité et dire que, alors, l'existence de l'ensemble vide, bien sûr, pour l'unicité de l'ensemble vide, l'existence de l'ensemble vide, on a besoin de notre axiome d'existence et de procéder comme ça, mais pour l'unicité, on aurait pu seulement dire que il existait, que si on avait, il existait un seul ensemble
qui ne contient aucun élément, parce que deux ensembles sont égaux si et seulement s'ils contiennent les mêmes éléments, et donc il n'y a qu'un seul ensemble qui ne peut en contenir aucun. Donc encore une fois en utilisant l'axiome d'extensionnalité. Si on vous demande de montrer des unicités, c'est en fait vous direz pas forcément, mais ce qui est caché derrière, c'est toujours l'axiome d'extensionnalité. Ce qu'on vérifie quand on vérifie que deux ensembles sont les mêmes, c'est qu'on vérifie que les éléments de l'un sont dans l'autre et que les éléments de l'autre sont dans l'un, c'est-à-dire qu'ils ont exactement les mêmes éléments. Second exercice. On prend A, B et C des ensembles, et il s'agit de montrer que l'ensemble qui contient seulement A, B et C existe. Alors, pour faire ça, on se doute qu'on va avoir des trucs comme l'axiome de la paire. Sauf que on est capable de montrer que l'axiome AB, l'ensemble AB existe, mais on n'est pas capable de montrer juste avec l'axiome de la paire que l'ensemble A, B, C existe. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire avec l'axiome de la paire, c'est créer des ensembles comme par exemple celui-là, A, B, et puis ensuite, étant donné que l'ensemble AB existe et que l'ensemble C existe, éventuellement l'axiome de la paire permettrait de créer ça. Mais là, ici on cherche à montrer que cet ensemble-là existe. Et ensuite, en réitérant le processus, on montrera qu'on peut faire la même chose pour n éléments. Donc, pour faire ça, alors, je vous l'ai pas dit, hein, mais surtout mettez pause et essayez de faire les exercices pour vous-même, hein, c'est comme ça que c'est plus intéressant. J'aurais dû le dire avant. Mais bon, par l'axiome de la paire, on sait qu'on a les ensembles AB et AC qui existent, vu que A, B et C existent. Et en utilisant l'axiome de la réunion, on peut faire l'union de ces deux ensembles, qui est bien l'ensemble ABC. Et donc on sait qu'il existe. Dans la deuxième question, on voulait faire exactement la même chose pour n éléments, montrer que l'ensemble qui contient x1, x2, etc. jusqu'à xn existe. Donc c'est important que ce soit un nombre d'éléments fini, en fait. Proprement, il faudrait l'écrire par récurrence, que je ne m'amuserai pas à faire ici. Et pour l'écrire par récurrence, il faudrait avoir défini les entiers, et donc avoir défini par exemple l'axiome de l'infini pour dire qu'il y a un ensemble qui est l'ensemble des entiers. Et bon, il faudrait vérifier que c'est bien indépendant du fait de pouvoir écrire, qu'on n'a pas besoin d'écrire des n-uplet pour pouvoir faire cet ensemble, toute cette construction des entiers, pour pas que ça se morde la queue. Mais bon, là il faudrait le rédiger par récurrence pour être propre. Mais je vais pas m'embêter, je vais juste dire que je prends les ensembles x1, x2, et ah non, même pas par récurrence en fait. Je pourrais juste prendre la réunion de... Non, si, il faudrait construire par récurrence pour prendre l'union de n ensemble en fait. Donc si je prends l'ensemble x1, x2, je sais qu'il existe, et je prends l'ensemble x1, x3, je sais qu'il existe, etc. jusqu'à l'ensemble x1, xn. Et je peux faire la réunion de tels ensembles pour obtenir que l'ensemble x1, x2, etc. jusqu'à xn existe. Voilà, c'est exactement, on a procédé exactement comme dans la question d'avant. Et donc, à la suite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on en déduit que pour un ensemble fini, on peut créer l'ensemble des parties de cet ensemble sans avoir besoin d'utiliser l'axiome de l'ensemble des parties. Ce que je vous avais dit pour l'axiome de l'ensemble des parties, c'est qu'en fait, on l'a inventé cet axiome pour les ensembles infinis. Mais en fait, pour les ensembles finis, on n'aurait pas forcément besoin. On pourrait s'amuser à faire des choses comme ça pour le créer. C'est exactement ce qu'on va voir. Donc, vu que notre ensemble, il est fini, notre ensemble il a un nombre de sous-ensembles qui est fini. Ça, c'est du dénombrement, hein, il a 2 exposants n sous-ensembles, bien sûr. C'est le nombre de parties. Et donc je peux les noter, x grand 1, 3 petits points. Alors n là quand j'ai dit 2 exposants n, c'est avec n le cardinal de E, ici c'est n c'est autre chose. Hein. Du coup n c'est 2 exposants le cardinal de E. Donc si je les note, x1, virgule, etc. jusqu'à xn c'est sous-ensemble, l'ensemble des parties de E, donc c'est l'ensemble de ces sous-ensembles, c'est l'ensemble qui contient x1, virgule, etc. jusqu'à xn. Et cet ensemble-là, bien sûr, il existe. C'est ce qu'on a dit sur la question d'avant. Vu que les x1, etc., grand x1 jusqu'à grand xn existent, je peux prendre l'ensemble de ces sous-ensembles. Il existe également en utilisant exactement ce que je viens de faire avant. Attention, encore une fois, ça ne marche que quand on a un nombre d'éléments finis. Bon, l'exercice 3, c'est un exercice de réécriture. On va écrire l'axiome de l'ensemble des parties sans utiliser le symbole d'inclusion.
Alors c'est pas très dur, hein, et il suffit de substituer le symbole d'inclusion à ce qu'on savait déjà dessus. Donc l'axiome de l'ensemble des parties, il nous dit que pour tout ensemble E, on peut trouver l'ensemble PE des X, qui contient les X tels que le X est inclus dans E, c'est-à-dire l'ensemble des parties. C'est exactement ce qu'on dit. Et qui les contient exactement d'ailleurs. Il y a équivalence bien sûr. Et si je prends une partie X, pas forcément une partie X en fait, un ensemble X, et E un autre ensemble, le fait d'avoir X inclus dans E, on l'a défini comme le fait que pour tout élément, s'il est dans grand X, il n'y a pas équivalence bien sûr, c'est une implication là juste. S'il est dans grand X, alors il est dans E. Et du coup, X inclus dans E, là, il faut le remplacer par ce que ça dit, le fait d'être inclus dans E. Et du coup, l'axiome de l'ensemble des parties peut se réécrire par, pour tout ensemble E, il existe l'ensemble des parties, tel que, pour tout élément X, le fait que X appartienne à PE, donc le fait qu'il soit dans l'ensemble des parties, c'est exactement le fait, du coup qu'il soit inclus dans E, c'est-à-dire que pour tout élément X, le fait que X appartienne à notre ensemble, ça veut dire qu'il est dans E. Donc voilà, un petit mot sur cet exercice, en fait ça insiste sur la notion de langage mathématique. L'idée c'est que à partir d'un langage élémentaire, qui utilise les pour tout, les il existe, l'égalité, l'implication, mais l'implication on pourrait l'écrire en fonction de ou, de et, de donc le oui, le ou, le et, le non, et l'implication on pourrait l'écrire en fonction du ou, du et, du non, et le symbole d'appartenance et le symbole d'égalité, on peut définir la relation d'inclusion. Mais en fait, c'est important de vérifier que cette relation d'inclusion, on puisse quand même la réécrire en fonction de nos symboles élémentaires. Et l'idée, c'est que il faut juste considérer que l'inclusion, finalement, c'est un raccourci qui nous permet d'écrire les choses plus simplement, mais que la vraie formule logique de l'ensemble des parties, c'est celle-ci. Donc, voilà pour ce troisième exercice qui était pas très compliqué. Le quatrième exercice est un poil plus dur. On va définir une paire. Alors la paire, intuitivement, c'est ce que nous on connaît en tant que paire, hein, c'est en fait le problème de l'ensemble, c'est qu'il n'était pas ordonné. Si je prends l'ensemble AB, c'est pas ordonné. Et là, une paire, ça va être ordonné. Et en fait, on va justifier le fait que l'ordre a une importance dans cette structure. Donc la paire AB, on la définit comme l'ensemble qui contient le singleton A et l'ensemble à deux éléments qui contient A et B. Pour A et B, deux ensembles donnés. Donc déjà, on va montrer l'existence d'un tel ensemble. Alors, c'est assez facile de montrer que cet ensemble existe. Hein. Hop là, je dois l'avoir écrit en une ligne. L'axiome de la paire. Alors, je me suis mal exprimé. C'est pas une paire qu'on définit là, j'ai dit une bêtise, c'est un couple là. Justement, c'est une paire, c'est pas forcément ordonné. Un couple A, B, ça l'est. Et là, l'idée c'est de définir un couple. Donc, excusez-moi, si on prend le couple AB, qui est du coup cet ensemble là, montrer qu'il existe, c'est pas très dur. On sait que le singleton A existe, parce que c'est le singleton A, c'est la paire A,A. Et on sait que l'ensemble, la paire AB existe, parce que A et B existent. Donc ça, c'est juste l'utilisation de l'axiome de la paire. Puis en utilisant une nouvelle fois l'axiome de la paire, vu que ces deux ensembles-là existent, on en déduit l'existence du couple AB, qui est cet ensemble-ci. Donc ça, c'est pas très dur, jusque-là. Ensuite, on va justifier le fait que la notion, le mot couple soit approprié, que ça soit bien un couple qu'on soit en train de présenter là. Et pour ceci, en fait, un couple, on a un couple AB qui est égal à un couple CD, si et seulement si A égale C et B égale D. Voilà, c'est vraiment ce que ça veut dire notre notion de couple, c'est on a choisi deux éléments dans l'ordre, et du coup deux couples ce sont les mêmes, l'ordre importe, si et seulement si
on a chaque élément qui est le même que celui de l'autre. Voilà, donc on va montrer ça, et mine de rien, ça demande un minimum c'est un minimum développé, quoi. Bon, déjà le sens, si on a A égale C et B égale D, c'est assez facile de montrer que ça marche. Si on suppose A égale C et B égale D, par l'axiome d'extensionnalité, vu que le singleton A et le singleton C ont les mêmes éléments, le singleton A et le singleton C sont égaux. Et le singleton AB et le singleton CD sont également égaux, vu qu'ils ont les mêmes éléments. Et du coup, on en déduit, étant donné que le singleton A c'est le singleton C et que le singleton AB c'est le singleton CD, que la paire, pas le singleton AB c'est le singleton CD, la paire AB c'est la paire CD, que la paire qui contient le singleton A et la paire AB, vu que est égale à la paire qui contient le singleton C et la paire CD, vu que le singleton A est égal au singleton C, que la paire AB est égale à la paire CD, et on utilise l'axiome d'extensionnalité, ça veut dire que ces ensembles contiennent exactement les mêmes éléments, et du coup ils sont égaux. Du coup ça veut dire que la paire AB, le couple AB, excusez-moi, c'est bien le couple CD. Bon, maintenant il faut montrer le sens réciproque, que si le couple AB c'est le couple CD, alors ça veut dire que le singleton alors ça veut dire que A égale B et C égale D. Donc là, si le couple AB c'est le couple CD, ils sont égaux, donc ils ont les mêmes éléments. Et ça veut dire que soit le couple A, soit quand je le réécris, ça, bien sûr, ce qu'on est en train de dire, c'est que cet ensemble-là avec le singleton A et la paire AB c'est égal au même ensemble avec C et CD. Et du coup, il y a deux possibilités quand AB égale à CD, c'est soit j'ai le singleton A qui égale au singleton C, et j'ai la paire AB qui égale à la paire CD, donc le cas qui est sympa et qu'on a envie de voir. Et un cas un peu moins sympa, ça pourrait être que le fait que le singleton A est égal à la paire CD, et que la paire AB est égale au singleton C. Donc dans le premier cas, la première information, le singleton A égale au singleton C, ça veut dire A égale C. Et la paire AB est égale à la paire CD, ça il y a deux possibilités, soit A égale C et B égale D, soit A égale D et B égale C. Donc si A égale C et B égale D, on est content, c'est ce qu'on veut. Et dans l'autre cas, on a A égale D et B égale C. Mais la première information, le singleton A qui est égal au singleton C, ça veut dire que A égale C. Et du coup aussi, A égale C, A égale D et B égale C, on a A égale B égale C égale D, et en particulier on a bien A égale C et B égale D. Donc on a ce qu'on veut. Dans le second cas, quand on avait le singleton A qui est égal à la paire CD et le singleton C qui est égal à la paire AB, si ces deux ensembles sont égaux, ils ont exactement les mêmes éléments, ça veut dire que A c'est C et c'est D, A égale C égale D, et si deux ensembles sont égaux, donc ils ont les mêmes éléments, ça veut dire que C égale A égale B. Et donc si A égale C égale B et A égale B égale C et A égale C égale D, on a que A égale B égale C égale D, et encore une fois, on a bien A égale C et B égale D. Et on a bien ce qu'on veut une nouvelle fois. Donc voilà, on a montré du coup que deux couples, ce sont les mêmes si et seulement si ils les éléments sont égaux, mais dans le bon ordre aussi. Et du coup, on a créé notre notion de couple, et à partir de couple, on va pouvoir construire le produit cartésien, qui est l'ensemble des couples. Donc, pour deux ensembles EF, j'ai envie de construire l'ensemble des couples dont la première coordonnée, c'est les éléments de E, et les secondes coordonnées sont les éléments de F, et c'est ce produit cartésien E fois F. Mais cet ensemble de couples, il va falloir essayer de montrer déjà qu'on peut le créer, qu'il existe cet ensemble de couples. Et là encore une fois, mettez pause et essayez parce que c'est assez, ça peut être assez intéressant d'essayer de le faire. C'est pas très compliqué, mais il y a quand même quelques subtilités. En fait, intuitivement, ce qu'on a envie de créer, c'est l'ensemble des couples F avec E qui appartient à E et F qui appartient à F. Et du coup, on s'arrête là. Non, on s'arrête pas là du tout. Ça, on a dit qu'on avait surtout pas le droit de faire des trucs comme ça. Parce que ça, le couple F là, il appartient à rien du tout, comme je l'ai écrit, et c'est en faisant des trucs comme ça qu'on a des trucs comme le paradoxe de Russell, on a dit que le schéma d'axiome de compréhension, si on veut l'utiliser,
c'est un schéma d'axiome de compréhension restreint, en opposition au schéma d'axiome de compréhension non restreint qui a amené au paradoxe de Russell, par exemple. Il faut se placer, ça doit être le sous-ensemble de quelque chose. Je devais prendre les couples EF appartenant à un ensemble donné. Et ce qui est pas ce que je fais là. Donc voilà, il faut que je trouve un ensemble qui contient ces couples F. Bon, alors si E appartient à E et F appartient à F, le couple EF, c'est l'ensemble qui contient le singleton E et le singleton EF. Le singleton E, il fait partie de l'ensemble des parties de E. Le singleton EF, alors il fait ni partie de l'ensemble des parties de E, ni partie de l'ensemble des parties de F a priori. C'est pas un élément de l'ensemble des parties de E, ni un élément de l'ensemble des parties de F, parce que, a priori, E a aucune raison, et E et F ont aucune raison d'être tous les deux soit dans E, soit dans F. Mais par contre, c'est un élément de l'ensemble des parties de E union F. Le singleton EF. Bah, car E et F appartiennent à E union F. Donc, cet élément, le singleton E, c'est un élément de l'ensemble des parties de E. Le singleton EF, c'est un élément de l'ensemble des parties de E union F. Donc E, vu que c'est un élément de l'ensemble des parties de E, c'est aussi un élément de l'ensemble des parties de E union F. Et du coup, si on prend l'ensemble qui contient ces deux éléments, bah, ça appartient à l'ensemble des parties de l'ensemble des parties de E union F. Et du coup, le produit cartésien EF, je peux l'écrire comme les couples EF qui appartiennent à l'ensemble des parties de l'ensemble des parties de E union F, telles que E appartient à E et que F appartient à F. Et du coup, là, je sais qu'il existe. Bon, alors, on devrait être en théorie un peu plus rigoureux. Parce que notre axiome de compréhension, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut prendre les X tels que Px. Et là, j'ai pas pris un X tel que Px, j'ai pris un couple EF tel que E et F vérifient des choses. Donc, faudrait le réécrire d'une façon un peu plus rigoureuse. Ça serait les X qui appartiennent à l'ensemble des parties de l'ensemble des parties de E union F, tel que on peut trouver un E et un F, tel que X soit la paire EF. Donc, tel que X soit la paire EF, et que E appartienne à E, et que F appartienne à F. Et là, même si je voulais l'écrire encore plus rigoureusement, il faudrait que je remplace le couple EF, là, par son expression, c'est-à-dire le singleton, l'ensemble qui contient le singleton E, et la paire E, virgule. Voilà. Du coup, on a montré l'existence du produit cartésien. Donc voilà, on peut faire plein de petits trucs marrants avec cette théorie des ensembles. C'est aussi avec la théorie des ensembles qu'on définit des fonctions. Bon, j'ai choisi de pas le faire dans cette vidéo parce que je me suis dit que c'est un exercice, ça serait déjà suffisant. Donc la dernière exercice, c'est de montrer que l'axiome de la paire se déduit des autres axiomes. Et ça, c'est vraiment intéressant comme exo. Essayez vraiment de chercher. Sur celui-là, on peut essayer de chercher et c'est assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Donc si vous avez relancé parce que vous trouviez pas, n'hésitez pas à remettre pause après l'indication que je vais vous donner, qui est que les axiomes qu'on va utiliser, ce sont l'axiome de la réunion, l'axiome de l'ensemble des parties et le schéma d'axiome de compréhension. Donc voilà, donc on va montrer cet exercice 5. Si je prends A et B, deux ensembles, je sais que par l'axiome de la réunion, je peux prendre l'ensemble qui contient les éléments de A et les éléments de B, c'est-à-dire l'union de A et de B. Ensuite, je peux prendre l'ensemble des parties de A et B, par l'axiome de l'ensemble des parties. Et l'ensemble des parties de A et B, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, il contient A, il contient B, et du coup, en particulier, vu qu'il contient A et qu'il contient B, un de ces sous-ensembles, c'est la paire AB. Comment on écrit ça ? On pose la propriété Px, qui est que x égale A ou x égale B. Px c'est vrai si x c'est A ou que x c'est B. C'est notre propriété Px. Et du coup, une fois qu'on a posé cette propriété, on peut prendre l'ensemble E, qui est les x qui appartiennent à P de A union B, et qui vérifie la propriété x. C'est-à-dire les éléments de P de A union B qui sont A ou B. Donc là, il faut montrer que c'est bien l'ensemble AB. Comment on montre que c'est l'ensemble AB ? Ça, c'est l'axiome d'extensionnalité.
Pour montrer que c'est l'ensemble AB, il suffit de vérifier que les éléments de AB sont exactement les éléments de cet ensemble E. Donc, en effet, si on prend X qui appartient à E, c'est équivalent à X égale A ou X égale B. Comment on montre cette équivalence? Ça c'est là, du coup on utilise l'axiome d'extensionnalité ici pour dire qu'on a ça, donc les ensembles sont égaux. Donc l'implication, elle vient du fait que les éléments de E vérifient P. Si X appartient à E, X est égal à A ou X égale à B, et donc X appartient bien à la paire AB. Et maintenant, l'autre implication, elle vient du fait que A et B, si X égale A ou X égale B, A et B, bien sûr ils vérifient Px, mais il faut vérifier aussi qu'ils appartiennent à P de A union B, et ça c'est bien le cas, parce que A, c'est un sous-ensemble de A union B, et que B c'est un sous-ensemble de A union B aussi. Donc ils appartiennent bien à P de A union B. Et donc, les X appartenant à P de A union B, tels que X égale A ou X égale B, c'est exactement la paire AB. Et on a montré l'axiome de la paire, en fait, indépendamment. On a montré que l'axiome de la paire, c'était une conséquence des autres axiomes. Alors, pourquoi il existe quand même? Parce que, en fait, l'idée, c'est que les axiomes, ils viennent un peu dans l'ordre. D'abord, on invente des axiomes comme l'extensionnalité et la compréhension qui sont vraiment très utiles. Puis ensuite, on a utilisé l'union parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de la paire et la paire pour faire des paires. Et c'est que plus tard qu'on a inventé l'ensemble des l'axiome de l'ensemble des parties, afin de pouvoir faire des ensembles de parties d'ensemble infini, parce qu'on a montré que c'était possible dans le cas fini déjà. Et du coup, en fait, on le garde parce que, intuitivement, en termes de construction, on a plutôt envie de commencer à faire des paires avant de se questionner sur l'ensemble des parties. Mais en fait, c'est un axiome qui découle de celui de l'ensemble des parties. Et puis, on peut aussi le déduire, je crois, de l'axiome de remplacement, qui est un axiome dont j'ai pas encore parlé. Donc voilà, on s'arrête là pour cette série d'exercices. Et puis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo dans laquelle je parlerai sûrement soit de l'axiome de fondation, soit de l'axiome de l'infini, donc la construction des entiers par von Neumann. C'est les deux prochaines vidéos que je vais faire. Et donc à une prochaine.